On va commencer déjà par des petites études pronostiques avec ce nouveau score qui a été validé dans l'amylose et qui va maintenant remplacer le score de la Mayo Clinic révisée qui faisait foi aujourd'hui, donc qui a été étudié par les Anglais sur une cohorte de 573 patients sur presque 10 ans. On sait du coup que le score de la Mayo Clinic 2012 qui avait été révisé ne permet plus de discriminer en fait les patients de haut risque pour deux raisons. Déjà l'arrivée du daratumumab qui, comme vous pouvez le voir à droite, a considérablement changé le pronostic des patients. La survie médiane est passée de 6 mois à presque 26 mois. Donc maintenant, le dernier score pronostic ne fonctionne plus. Et on sait que la DFLC n'est également plus pronostique chez ces patients. Donc sur cette cohorte, ils ont recherché les scores les paramètres les plus discriminants. Et celui qui a été retrouvé assez significatif, c'est le strain, donc cet paramètre échographique cardiaque, qui, quand il est supérieur à moins 9%, est très significatif d'un haut risque. Ils ont pu du coup déterminer une classification révisée avec des marqueurs cardiaques et un stade 3C qui est différencié du stade 3B par le strain. Et qui permet du coup de déterminer ce dernier groupe à très très haut risque avec une médiane de survie de 4 mois qui, quand il est révisé par l'arrivée du daratumumab, n'est en fait plus déjà si actuel. Donc voilà la nouvelle classification que nous allons maintenant devoir appliquer. Ensuite, niveau pronostic, parlons un petit peu de la MRD. On sait que la MRD négative dans l'amylose à un point donné est associée à une meilleure réponse d'organes, de PFS et de survie sans traitement. Le but des auteurs ici, c'était d'évaluer la soutenance de la MRD chez 106 patients qui étaient en réponse complète. Ils définissaient la réponse médulaire soutenue par 2 MRD par cytométrie en flux, donc à une sensibilité de 10 puissance moins 5 négative à au moins 12 mois d'écart, sans repositivation des prochaines MRD. On peut voir dans leurs études que la plupart des patients ont reçu du daratumumab en première ligne, mais il y a eu beaucoup quand même de patients autogriffés également, et que ce sont deux régimes du coup qui permettent quand même de bien soutenir la MRD. La plupart des patients avaient en effet reçu au moins 2 tests, mais beaucoup en avaient reçu beaucoup, donc sur quasi plus de 4 ans. Ce qu'on peut voir, c'est que la MRD, les patients en réponse complète sont environ à moitié ont une MRD négative et que celle-ci est soutenue dans la plupart des cas. Il y a 11% des patients qui repositivent leur MRD, ça correspond à 12 patients. Et ça prédisait la progression chez 5 d'entre eux, donc chez 50% des patients avec un temps médian de 2 ans. Et enfin, on peut voir du coup que les patients qui ont une MRD négative soutenue, aucun ne présente de progression hématologique. Chez ceux qui avaient une MRD positive à un point donné, il y avait quand même 35% de progression. On peut voir des progressions isolées d'organes chez les patients qui ont une MRD négative, ce qui est assez curieux, mais qui est sûrement multifactoriel. Et enfin, la MRD soutenue n'était pas significative sur les décès. Passons maintenant aux thérapeutiques avec les bispécifiques qui sont bien connus dans le myélome mais qui vont maintenant faire leur place dans l'amylose avec l'essai Cervino qui concerne l'antamig, donc un anticorps anti-BCMA et CD3 qui a été administré pendant 24 cycles, dont on présente la phase 1-2 qui a contenu 34 patients en minimum réfractaire ou en rechute, avec des atteintes d'organes qui excluaient les 3B. Une DFLC supérieure à 50 mg par litre, un âge médian de 72 ans et un suivi de 12 mois. 83% des patients avaient une atteinte cardiaque et 25% des patients avaient une atteinte rénale. Il y avait trois doses possibles chez ces patients. Et au niveau de la tolérance, 9%, il y a eu 9% de CRS au total, ce qui est plutôt bas, qui étaient tous de grade 1, sachant que les patients étaient assez lourdement prémédiqués. Il n'y a pas eu d'ICANS, très peu de cytopénie, donc globalement une bonne tolérance avec seulement 17% d'arrêt de traitement chez cette patientèle qui est âgée. Au niveau des résultats hématologiques, donc tous les patients ont répondu avec 82% de réponses complètes dans toutes les doses et 18% de très bonnes réponses partielles. Vous pouvez voir en bas le suivi des patients avec en vert foncé la réponse complète qui est atteinte par du coup la majorité des patients. Sur les réponses d'organes, on peut voir que 39% des patients qui avaient une atteinte cardiaque ont répondu et 54% dans le cas de l'atteinte rénale, avec un délai qui est plutôt rapide de 2 mois.
tandis que la réponse hématologique survenait en un mois de manière médiane, donc c'est quand même une réponse assez précoce. Les réponses complètes ont été vues sous toutes les doses, et toutes les doses permettaient une activation des lymphocytes T similaires, donc la phase 3 se passera sur la dose à 40 mg. Un petit mot sur les autres études thérapeutiques, celle de Teclistami avec une investigatrice française, phase 2 internationale dans l'amylose en rechute, qui concerne aussi un anticorps bien connu anti-BCMA et CD3. Le premier patient a été inclus en juillet dernier, il y en a 8 pour l'instant, et il y en a 30 qui sont attendus, donc si vous avez des patients qui sont éligibles, n'hésitez pas. Ensuite, les CAR-T-cells qui vont être en concurrence avec les bispécifiques dans l'amylose, avec cette phase 1-2 de Nexicart 2, CAR-T-cell anti-BCMA, avec 20 patients atteints d'amylose AL, pareil, réfractaires, qui avaient eu une première ligne par au moins anti-CD38 et inhibiteur de protéasome, une exclusion des stades 3B. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'était un temps d'aphérèse réinjection qui était quand même relativement court de 14 jours. Et ce qu'on observe, c'est 75% de réponse complète avec quand même une progression. Donc on a priori un résultat inférieur au bispécifique avec un suivi qui reste encore relativement court de seulement 8 mois. 95% des patients ont quand même normalisé leur DFLC. Il y avait une réponse d'organes chez 70% des patients concernés. Et la tolérance était encore une fois très bonne avec très peu de CRS, pas d'ICANS et un risque infectieux qu'on connaît dans les CAR-T-cells. Et enfin, dans les perspectives thérapeutiques, une étude très préliminaire présentée par un cardiologue américain qui interroge du coup la déplétion des fibrilles amyloïdes dans les organes, qui est souvent le problème qui reste même malgré une réponse hématologique chez nos patients. Donc ils ont mis au point cet anticorps qui est un anticorps du coup qui va cibler les fibrilles à l'aide d'un peptide P5R et qui a un FC qui est reconnu par les phagocytes, qu'ils ont testé chez 14 patients avec une amylose en réponse complète ou très bonne réponse, qui avait une atteinte cardiaque déterminée biologiquement ou échographiquement. Ici, vous pouvez voir les caractéristiques des patients. Il y avait deux doses possibles, donc soit du 2500 mg toutes les 4 semaines, soit toutes les 2 semaines. Et la réponse rénale était évaluée sur l'amélioration du DFG et l'amélioration de la protéinurie. La réponse cardiaque était évaluée sur l'amélioration des NT-proBNP, du test de marche et d'un test fonctionnel sur les symptômes de l'insuffisance cardiaque. La tolérance de ce traitement qui est innovant a été très bonne, avec quelques effets indésirables légers qui étaient très aspécifiques, quelques réactions à l'injection qui étaient résolutives et pas d'effets indésirables sévères. Ce qu'on peut voir du coup, c'est que la dose toutes les 2 semaines a permis une amélioration du DFG chez les patients. Au niveau de l'efficacité cardiaque, il y a eu une amélioration des NT-proBNP, en particulier pareil dans la dose toutes les 2 semaines. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont recherché une réponse histologique en rebiopsiant les patients qui avaient reçu le traitement et en recherchant une invasion par les phagocytes, les macrophages des dépôts amyloïdes, ce qui a été observé. Et enfin, ils avaient un PET qui utilisait le même anticorps qui leur permettait du coup de voir les fibrilles par fixation sur le PET. Et on peut voir chez ce patient qu'il y a une nette diminution de la fixation, donc a priori de manière indirecte des fibrilles, qui était corrélée avec ces résultats biologiques d'amélioration. Donc voilà, encore très préliminaire, à voir ce que ça peut donner pour la suite. Donc pour conclure sur l'amylose, donc on a des nouveaux paramètres pronostiques avec un nouveau score qui sera sûrement révisé rapidement. La place importante de la MRD dans la prédiction de la rechute. Les prochaines, au niveau thérapeutique, on va avoir quand même une prédominance des bispécifiques à voir si les CAR-T-cells peuvent rattraper ça, et des perspectives dans la déplétion des dépôts amyloïdes. Merci. Bravo. Merci Camille pour ce très bon résumé d'une ASH qui était une bonne ASH pour l'amylose cette année. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Le nouveau score, c'est vraiment parce que les traitements s'améliorent. On a eu 3, puis 3A, 3B, maintenant 3A, 3B, 3C. C'est moins de 10% des malades qui sont 3C, mais c'est vraiment les plus graves. Mais même c'est plus grave avec le DARA, c'est ce que tu as montré, il y a 40 quelques pourcents de survie à 4 ans. Donc même ceux-là, on arrive à les faire survivre maintenant. Et avec les bispécifiques, ça va probablement être encore mieux. La MRD, ça devient important dans l'amylose comme dans le myélome.
Il y a une étude chinoise qui vient de sortir, la MRD à 2 mois en cytométrie, ça prédit les réponses d'organes. Donc on essaie de plus en plus d'avoir des réponses complètes, puisqu'on a des traitements vraiment efficaces. Nous, on fait la MRD avec un NGS sur matrice ARN qui fait le séquençage des immunoglobulines de la moelle. Et donc, ça permet de détecter des tout petits clones. Et on va probablement comparer ça avec une protéomie clonotypique que fait Sebia et qui permet de détecter vraiment des toutes petites quantités de chaînes légères monoclonales. Alors, les bispécifiques, c'est vraiment la révolution dans l'amylose. Il n'y a plus de malades réfractaires. Donc, on est passé de 30% de malades répondeurs quand j'ai commencé à m'occuper des amyloses il y a plus de 25 ans. Et là, on a vraiment 100% de réponses. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas de rechute. La semaine dernière, c'était le post-ASH de l'IFM. Il y avait à peu près 200 hématos qui s'occupent de myélome et d'amylose. J'ai demandé qui a vu une rechute post-bispécifique. Personne n'a levé le doigt. Alors, il y en a peut-être dans la salle qui en ont vu. Nous, on n'en a vu aucune. Premier malade qu'on a traité, ça fait 3 ans. Et on fait des traitements courts tellement c'est efficace. On fait 3 mois de traitement, on arrête et pour l'instant, on n'a pas vu de rechute. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc là, c'était la première étude prospective avec un bispécifique qui est intéressant, c'est le bispécifique d'AbbVie parce qu'il est très bien toléré. Ils ont modifié la partie anti-CD3 qui n'est pas très affin pour le lymphocyte T, donc il n'y a pas beaucoup de CRS. Ils ont modifié le FC, donc on peut le faire une fois par mois. Donc il est vraiment pratique à utiliser ce bispécifique et c'est quasiment 100% de réponse complète. Ceux qui ne sont pas en réponse complète, c'est ceux qui ont une petite IgG qui reste. Donc vraiment impressionnant. Il y avait 2 autres études rétrospectives avec à peu près les mêmes résultats. Et en dehors de l'étude de Muriel, avec le teclistamab, il y avait une étude qui était présentée, qui va avoir lieu aux États-Unis, teclistamab plus daratumumab. Et quand on voit les résultats dans le myélome, je pense que là, ça va vraiment guérir les amyloses. Les CAR-T-cells, moi j'étais très inquiet sur leur efficacité avec les CAR-T-cells israéliens. Ils avaient présenté 17 malades. Sur 17 malades, il y avait 6 rechutes en 9 mois. Donc ça paraissait un peu curieux par rapport au bispé. Ce CAR-T-cell-là qui est aussi intéressant parce qu'il est très bien toléré, il y a quand même une rechute sur 20 malades. Mais bon, les réponses sont quand même excellentes et c'est one shot. Et le dernier topo, éliminer les dépôts d'amylose. On a été très déçus ces dernières années par les résultats des différents essais des anticorps. Le dernier qui est sorti, enfin, les résultats n'ont pas été publiés encore, c'est le KEL ou comment il s'appelle, Anselamimab. En fait, l'étude globale est négative. C'était des 3B, 3C plus ou moins placebo. Avec du DARA, du VCD DARA. Et en fait, c'est efficace uniquement pour les patients CAPA. Les patients CAPA, c'est moins d'un tiers des malades. Et c'est logique parce que l'anticorps avait été produit en immunisant des souris avec une chaîne légère CAPA. Donc ça, on ne sait pas si ça va sortir parce que ce n'est pas beaucoup de malades. Je ne sais pas s'il a de l'avenir cet anticorps. Alors là, l'étude, ce qui est intéressant et c'est qu'une phase 2, donc on ne sait pas si la réponse c'est simplement l'évolution naturelle ou l'anticorps plus le peptide qui donne une affinité plus grande pour les dépôts d'amylose. Ce qui laisse penser que c'est efficace, c'est que ça a l'air de marcher quand on le donne toutes les 2 semaines et pas toutes les 4 semaines. Donc à voir, mais il faut une étude de phase 3 pour arriver à dire que c'est efficace. Voilà, donc une bonne année pour les amyloses à la l'ASH cette année.